Bonjour, bienvenue, que vous soyez à la maison, au boulot, en voiture ou en route pour aller manifester, vous vous apprêtez à écouter 2 heures d'émission consacrée à la pop culture. Nous sommes Happy Hour, je m'appelle Marc et je suis entouré d'Alexandre et Jean-Victor. Salut les amis. Salut. Bonjour. Et pour cette 79e émission, nous recevons une artiste aux multiples talents, autrice pour la jeunesse, autrice de fantasy, illustratrice. On va parler avec elle de son premier roman, La Cité diaphane. Bonsoir Anouk. Bonsoir. Je suis d'autant plus ravi de t'accueillir dans l'émission que c'est la première fois qu'on reçoit une autrice, une vraie, qui met des mots sur du papier. On va parler de toi, mais on va aussi parler de bouquins et comme chaque mois, de cinéma et de séries. Vous pouvez bien entendu réagir en nous mentionnant sur les réseaux sociaux. Et on va commencer cash par parler de toi et de La Cité diaphane. Avant de parler de ton premier roman en tant que tel, je voulais que... est-ce que tu peux dire un mot sur ton parcours aux gens qui nous écoutent et qui découvrent qui tu es, notamment d'où tu viens? Parce que je crois que tu es originaire d'un paradis à l'autre bout de la planète. Wow. Oui, effectivement, je suis originaire de Nouvelle-Calédonie. C'est assez lié à mon parcours artistique, vu que encore avant d'être illustratrice, je suis artiste plasticienne graveuse et toute ma démarche artistique personnelle est autour de l'Océanie, des mythes cosmogoniques et beaucoup de la végétation de Nouvelle-Calédonie et de la dimension sacrée de la nature, notamment océanienne. On va en reparler. D'où la question. Pourquoi la France? Je suis venue en France quand j'avais 17 ans pour mes études, en fait, parce qu'en Calédonie, les possibilités sont assez restreintes. Et moi, à cette époque-là, je voulais étudier les langues slaves, notamment le russe et le slovène. Donc, autant dire qu'il n'y a pas de licence de slovène en Nouvelle-Calédonie. Ouais, on était la déjà question de la France se pose toujours. Parce que, francophone... Et après, je me suis orientée dans l'art et puis pour travailler, on est quand même mieux pour travailler dans l'art en France qu'en Nouvelle-Calédonie aussi. Et la jeune Anouk en Nouvelle-Calédonie, quels sont les romans de fantasy qu'elle lisait? Par quoi ça a commencé? Alors, je dévalisais la bibliothèque de mon père à cette époque-là, qui était déjà un gros lecteur d'imaginaire. Donc, j'ai commencé par... C'est pas ce par quoi j'ai commencé, mais c'est vraiment l'œuvre qui va le plus marquer, c'est La Roue du Temps, qui était un gros morceau. Forcément, quand j'ai vu les 12 tomes dans la bibliothèque, je me suis dit « Ah, ça, c'est pas mal, ça va me durer un moment ». Après, le Seigneur des Anneaux, les David Gemmell, Harry Potter, La Belgariade, vraiment, cette époque-là, j'ai lu tous les gros classiques d'Heroic Fantasy, en fait. Et La Roue du Temps, d'ailleurs, tu es cofondatrice ou co-gérante d'un pilier de l'internet, un site de fans qui s'appelle La Pierre de Tyr. Exactement, je suis administratrice en fait depuis pas mal d'années maintenant, bien 10-12 ans. Et comment va cette communauté suite à la série Amazon? Ça nous a bien reboosté, effectivement, parce que la Roue du Temps, je ne sais pas si vous connaissez, mais ça a eu un parcours un peu chaotique en français, vu qu'il y a eu une première traduction qui allait jusqu'au tome 6 anglais, coupé en 2 en français, donc 12 tomes, qui était dans les années 2000 à peu près. Puis après, l'éditeur a fait faillite, n'a pas fait la suite de la traduction. Donc, pendant des années, il n'y a pas eu de suite de la traduction. Ensuite, il y a eu un autre éditeur qui a pris la relève. Et la traduction était vraiment pas trop au niveau, il y avait plein de problèmes, plein d'incohérences. Et après, il y a eu un gros gouffre où il n'y a plus rien eu, jusqu'à ce que, il y a quelques années, Brajlon rachète les droits et republie tout depuis le début. Nos amis de chez Brajlon. Et donc, on vient juste d'avoir la fin en français, genre cette année, quoi. Et la série, ça a plu ou bof? Ça dépend, il y a eu forcément des fans qui n'ont pas du tout aimé, parce qu'il y a quand même, le premier tome est quand même très très classique, c'est de l'heroic fantasy écrit dans les années 80, donc ça a un peu vieilli, donc il y a eu pas mal de coupures, de choses qui ont été un peu modernisées, mais globalement, je pense ça a quand même été bien reçu, ne serait-ce que parce que ça fait que des gens se réintéressent aussi aux livres, qui n'ont pas eu un parcours facile en français, donc c'est quand même cool, et puis il y a plein de très bonnes choses dans la série aussi. Okay. Moi, je l'ai vu la série et je trouvais que ça ressemblait quand même à du sous-Seigneur des Anneaux. Alors peut-être que le bouquin, mais le problème, c'est peut-être pour rejoindre ce que tu disais, c'est que moi j'ai un peu ce sentiment que dans les années 80, tout le monde a écrit du sous-Tolkien à un moment donné,
avec un peu le côté, c'est un groupe de gens, une quête, un grand méchant. Et C'est ça. j'ai eu un peu mais c'est pas spécifique à la série, hein, il y a plein de... Bah, en fait, c'est exactement ça. En fait, la Roue du Temps, pardon, le premier tome, c'est le Seigneur des Anneaux, genre de A à Z, c'est vraiment la narration du Seigneur des Anneaux. Et à partir du tome 2, ça n'a plus rien à voir. Et ça devient vraiment une fresque complètement différente, épique, avec vraiment son univers, des intrigues politiques vraiment développées. Et la saison 1 de la série, c'est en fait le premier tome. Donc ils ont essayé de gommer un peu le côté Seigneur des Anneaux redite en rajoutant des éléments des tomes suivants, mais malgré tout, on peut pas non plus changer fondamentalement ce que c'est. Surtout que vu la série qu'ils ont fait peu de temps après, forcément la comparaison se Ouais. faisait toute seule, quoi. Mais Bref. du coup, c'est plutôt encourageant pour les gens comme moi qui n'ont vu que la première... première. qui ont Ça- Et du coup, la nouvelle, savoir si que... est-ce qu'à l'époque où tu lisais justement ça, tu écrivais un peu dans ton coin? Oui, à cette époque-là, j'écrivais à la main dans des cahiers, et donc je remplissais des dizaines de cahiers dans mon coin, et je faisais du jeu de rôle textuel aussi sur forum. Et tout ça nous amène naturellement donc à la cité d'Iafan. Est-ce que tu peux nous pitcher un peu l'histoire ? Oui, après je vais vraiment pitcher le tout début, Ouais, parce qu'il y a pas mal il y a pas mal de trucs qu'on va essayer de pas spoiler. C'est ça. Et donc ça s'ouvre sur l'archiviste, donc l'archiviste du Royaume des Marches qui arrive à Roche-Étoile, qui est une cité qui, 7 ans auparavant, a été victime d'un drame, une malédiction qui a empoisonné toutes les sources, le lac sur lequel se trouve la cité. Et donc la cité est complètement morte et est réputée ne plus abriter âme qui vive. Et donc l'archiviste des Marches est envoyé pour finalement rassembler les dernières archives et d'une certaine façon enquêter sur ce qui s'est passé dans cette cité et mettre un point final à l'histoire de Roche-Étoile pour les archives du royaume voisin. Sauf qu'en fait, quand il arrive, c'est pas vide. Il y a quelques personnages qui subsistent encore, mais tout le monde est plus ou moins plongé dans une espèce de folie, de non-dit. En fait, on ne sait pas si les personnages sont mal intentionnés ou complètement fous. Et donc, il se retrouve, alors qu'il espérait enquêter sur des cadavres et des archives qui sont quand même globalement coopérantes, il se retrouve avec des personnages humains pas du tout coopérants. Et on n'en dira pas plus parce qu'effectivement, pour rebondir sur ce qu'on disait avant, où justement plein d'auteurs, comme leur premier bouquin, on peut tendance à écrire du sous-Seigneur des Anneaux avec des quêtes. Là, tu prends le contre-pied total, je trouve, moi, en termes de récit. Et c'est ça qui rend le bouquin super intéressant, c'est que toute la première partie, c'est un vrai huis clos entre une poignée de 3-4 personnages dans, certes, une cité gigantesque, mais en même temps, ça pourrait quasiment être une pièce de théâtre dans la manière dont c'est écrit. Et bon, après, l'histoire évolue un tout petit peu plus, mais il y a vraiment un côté, en tout cas, moi, c'est vraiment ce qui m'a frappé dans le récit, c'est la construction et le côté très novateur. À la fois, j'ai eu l'impression que tu voulais bousculer les lignes en matière de structure, et à la fois, le style est vachement à l'ancienne. Est-ce que je me trompe en disant ça ? Alors non, c'est assez vrai, mais je peux le dire a posteriori parce que j'avais vraiment pas spécialement d'intention quand je l'ai écrit. Entre guillemets, je voulais pas remettre en question des structures et j'ai pas vraiment réfléchi à la structure. Vu que je l'ai écrit de façon extrêmement spontanée, c'est-à-dire que j'ai commencé en ayant une vague ambiance de cité morte. Et c'est à peu près tout, je savais pas du tout qui étaient les personnages, qui faisaient, ce qui s'était passé. Donc ça a été vraiment de l'impro totale. Et la structure, finalement, découle de ça, c'est-à-dire qu'il y a des éléments que j'ai découverts en cours de route. Et du coup, j'ai été finalement la première surprise des différents retournements de situation. Et après, il y a eu un gros travail, évidemment, de correction et de réharmonisation de l'ensemble. Et par contre, oui, le style, moi, j'aime vraiment beaucoup les styles un peu classiques, poétiques. Donc ça, c'était vraiment juste ce qui me plaisait d'écrire, en fait. Il y a des plumes justement dans ce style-là qui te viennent en tête dans les influences sur l'écriture, où tu te dis forcément j'ai lu cet auteur-là ou cette autrice-là beaucoup plus que les autres, et où tu te dis qu'instinctivement ça a un peu infusé dans ton écriture.
Alors là, comme ça, c'est compliqué. C'est Parce toujours que les questions où tu réfléchis. Ouais, quand c'est ça. fini En que fait, tu réponds. dans 3 heures, quand je prendrai le Mais métro, bien je me sûr. dirais, mais pourquoi j'ai pas parlé de cette personne? C'était évident. Parce qu'il y a beaucoup de plumes que je lis maintenant où je retrouve ce côté poétique très évocateur, mais c'est pas des choses qui m'ont inspiré quand j'étais plus jeune. Mais spontanément, je pense à Sophia Samatar, qui a écrit Un étranger en Olon, paru aux éditions Argile, qui est vraiment une plume avec une puissance évocatrice incroyable. Après, je pense que c'est plutôt des choses de littérature classique. J'ai lu quand j'étais plus jeune, en littérature gothique, parce que c'est vraiment un roman gothique avec des formes du roman gothique classique aussi, La Cité diaphane. J'ai lu Le Moine de Lewis, pardon. Voilà, après, une autrice comme Angelica Gorodischer, voilà, pour le travail sur la narration, sur le personnage de narrateur aussi. Et est-ce qu'à l'inverse, il y a des références voulues que tu as mis, des petits easter eggs ou des trucs comme ça dans ton livre? Alors, il y a une grosse référence à Dark Souls 3. Qui est un pilier de la fantasy contemporaine C'est aussi. ça, donc oui, parce que finalement, les inspirations, elles sont pas que littéraires, évidemment. Maintenant, forcément, il y a les séries. Et là, clairement, en fait, j'avais découvert les jeux Dark Souls pas très longtemps avant de l'écrire. Et vraiment, j'ai été complètement fascinée par l'atmosphère de Dark Souls 3 et la façon dont, finalement, c'était narré. Parce que, en fait, on sait rien du tout, quoi. Tout est oui, c'est hyper fragmenté. Oui, c'est ça. Tu vas lire une description d'un bouclier, tu vas avoir un bout d'histoire avec un truc que tu vas croiser 3 heures plus tard et tout. Ouais. Exactement, ouais. En fait, et même tu peux très bien jouer au jeu sans avoir aucune idée de ce qui se passe. En plus, tu ne joues pas, si je dis pas. Et en plus, je ne joue pas. Tu dépends de la personne qui joue pour savoir. C'est ça, et des walkthroughs sur YouTube, mais heureusement, il y en a beaucoup. Et oui, parce que moi, comme je disais avant, j'ai vraiment une capacité motrice assez lamentable quand on sort du dessin. Donc, tous les jeux où il faut utiliser plus de 2 touches, c'est vraiment pas possible. Et du coup, là, Dark Souls, même pour les bons joueurs, c'est déjà un jeu assez punitif. Donc, c'était vraiment pas du tout mon niveau, mais j'ai vraiment été fascinée par l'ambiance, par les musiques, par la façon. Même juste les voice actors en fait, des personnages, quoi. Tout est vraiment incroyable. Et le motion design aussi, qui est vraiment fascinant. Et du coup, tu connais tout le jeu? Presque, ouais, je pense que j'ai regardé tout le jeu et puis les vidéos du style le lore de Dark Souls 3 et tout ça, quoi. Ouais, c'est marrant. Après, le jeu vidéo moderne, les histoires sont tellement cool que je trouve pas ça déconnant de s'asseoir à côté d'un joueur et de le regarder évoluer dans justement, son monde. c'est là où c'est drôle avec un truc comme Dark Souls, c'est autant des jeux comme Uncharted où des trucs qui sont très scriptés, très cinématographiques entre guillemets, ça suit tout seul. Autant les Dark Souls, les From Software et Elden Ring récemment, c'est des jeux où effectivement la narration elle est complètement dilapidée dans le truc, c'est vraiment par bribes à droite à gauche, donc en regardant comme ça, tu me corriges si je me trompe, mais c'est vrai qu'il y a un truc de d'abord tu vois quelqu'un qui va s'affronter contre des monstres énormes et tu vas capter des bribes par-ci par-là, quoi. Ouais, mais t'as pas ce côté spectateur aussi simple que devant un film ou devant un truc qui est cinématographique. Mais j'aime bien regarder aussi les Witcher et tout ça, hein, mais justement, en fait, moi, quand je joue à des jeux vidéo, c'est des trucs genre Might and Magic 7 ou Heroes 3. Donc, vraiment des vieux jeux où, pour le coup, l'histoire est assez faible. Et je pense que c'est justement le fait qu'il y ait très peu d'éléments qui fait que je projette mon imagination. Et dans Dark Souls 3, après, je parle surtout du 3, mais le 1 est très, très chouette aussi, mais c'est vraiment surtout le 3 qui m'a marqué. Il y a vraiment ce côté où tu te balades dans des décors qui sont fabuleux, t'as juste des éléments, des choses bizarres qui se passent, et ça suffit à provoquer des spéculations en scène, en fait, et du coup, c'est vraiment ça qui est génial. Ouais, je sais, on avait fait le débat sur Elden Ring il y a quelques mois, où moi je disais que justement ce côté très dilapidé dans le jeu, et c'est un peu la même narration, moi ça me bloquait un peu, mais je sais qu'on a des amis qui ont pété un câble sur Elden Ring parce que justement ils disaient qu'ils s'étaient jamais autant impliqués dans un jeu parce que y avait justement ce côté on te file une coquille vide et tu te démerdes avec. Et je sais que Dark Souls il y a ça aussi, quoi, donc quelque part ça marche très bien. Oui, et d'ailleurs Elden Ring est vraiment, vraiment chouette aussi au niveau de la mythologie, qu'on entrevoit et tout, j'ai vraiment beaucoup, beaucoup aimé aussi, ouais. Non, justement, on parle de lore, moi c'est toujours la question que je me pose pour les auteurs qui créent des univers comme ça, qui d'un seul coup se disent je me lance dans mon récit de fantasy. Est-ce qu'il y a un moment où tu établis une bible, où tu te dis il faut que j'établisse des règles dans cet univers parce que mine de rien tu fais un bond, tu ouvres la boîte de Pandore et d'un seul coup tu offres à tes lecteurs un nouvel imaginaire,
Comment ça marche? Est-ce que c'est au fil de l'écriture, ça t'est venu toute seule, ou est-ce qu'il y a un moment où tu t'es dit, bon, attends, il faut que j'écrive, le monde il s'appelle comme ça, la carte c'est ça Là, en l'occurrence, peut-être qu'il y a d'autres textes sur lesquels que j'écris où je pourrais avoir un peu plus besoin de structurer. Mais là, il y a vraiment, comme disait Marc, un côté huis clos où on est finalement très, très renfermé sur une ville qui est complètement déserte, donc dont l'histoire est déjà effacée sur un tout petit groupe de personnages. Donc ça reste quand même un peu un côté scène de théâtre, mine de rien, même si... par les descriptions, l'évocation, je laisse sous-entendre qu'il y a des choses plus larges autour. Mais là, ce récit-là, je suis vraiment allée complètement freestyle et globalement, de toute façon, quand j'écris, je suis assez chaotique dans mon écriture, c'est-à-dire que mes principaux éléments de construction, c'est que j'ai des dizaines de fichiers .txt avec 3 phrases écrites dedans en mode à ce moment-là, il va dire ça, ou en fait, il se passe ça parce que ça, mais c'est à peu près tout. Et du coup, là, pour écrire celui-là, tu savais où tu allais? Tu savais comment ça allait se terminer? Ou en gros, le roman, c'est un peu écrit de lui-même? Ah non, j'avais vraiment aucune idée d'où j'allais. Comme je disais, j'avais vraiment juste une vague atmosphère et puis je savais même pas qui était le narrateur, ce qu'il foutait là. Enfin, c'était vraiment... j'ai vraiment été surprise jusqu'à la fin. Ça a commencé par « c'est l'histoire d'un gars ». C'est ça. Et bam. Mais de façon poétique. Et pour rebondir un peu sur ce que disait Alexandre, c'est quoi le point de départ? Comment est né le roman? J'ai lu, parce que c'est un podcast préparé, que ça a commencé dans une maison isolée en Auvergne. Exactement, oui. En fait, j'étais en résidence artistique de gravure en Auvergne, à Ambert, dans le Puy-de-Dôme, et donc je logeais dans un petit chalet, avec les bois, les champs, la rivière autour, donc c'était vraiment isolé, et du coup j'ai commencé, et j'étais en hiver, novembre-décembre, et donc c'est à ce moment-là que j'ai commencé à écrire, et donc effectivement l'atmosphère du Puy-de-Dôme et de l'Auvergne a pas mal joué. Et notamment, avec mon compagnon, on faisait des balades dans les alentours et dans les montagnes et ces atmosphères de forêt, de montagne, givrées en Auvergne, le côté très, très silencieux avec... on s'est retrouvés sur des routes verglacées complètement paumées de nuit, avec des biches et des daims qui passaient. Donc voilà, tout ça est un peu ressorti. Ça a l'air idyllique. Ouais, c'était vraiment beau, ouais. Tu me donneras l'adresse, ça a l'air super. J'ai envie d'y aller. Et du coup, comment s'est passé le cheminement justement jusqu'à la publication? T'as vu une maison d'édition déjà ou pas? Non. T'as commencé à écrire et puis t'as envoyé ton manuscrit à plein de gens? Alors j'ai commencé à... En fait, j'avais... est-ce que je fais... je vais faire tout l'historique, mais j'avais déjà écrit un premier roman que j'avais envoyé à des éditeurs et j'avais eu des premiers contacts assez positifs, mais qui n'ont finalement pas abouti. Et du coup, après, voilà, je mets quand même pas mal de temps à écrire, donc il s'était passé pas mal de temps. Ce roman, j'étais plus trop en phase avec, du coup, je me suis dit, je vais le laisser de côté, en écrire un deuxième et retenter d'envoyer des maisons d'édition avec ce deuxième, qui est donc La Cité Diaphane. Et du coup, dès le début, c'était le projet d'écrire un roman, tu sais, c'est pas juste tu disais je pars et je m'arrête, après ça s'arrêtera. Bon, je savais que ça allait être assez long, ouais. Okay. En fait, non, je dis ça, c'est une bêtise, parce qu'en fait, au début, c'était une novella, donc un format entre la nouvelle et le roman, et j'avais prévu d'écrire une novella, puis après, j'ai eu une deuxième novella, et en fait, après, je me suis dit que ce serait plus simple d'en faire un roman, parce que voilà, c'est quand même un format qui est plus facile à publier. À cette époque-là, il n'y avait pas encore énormément de novellas, même si c'est un format qui revient pas mal sur le devant de la scène maintenant en édition. Mais donc voilà, ça s'est quand même orienté assez vite dans l'écriture pour en faire un roman, quoi. Okay. Et donc voilà, après j'avais déjà eu des premiers contacts avec l'envoi de ce premier roman, et notamment un éditeur qui m'avait dit mais tu devrais envoyer à machin parce que ça lui collerait vraiment, sachant que machin à cette époque-là était plus dans la maison d'édition où il était au départ. Et donc ça n'a pas pu se faire, et donc après j'ai refait mes envois fin 2021 pour La Cité Diaphane, et là du coup j'ai eu tout de suite une réponse des éditions Argile, qui était genre le premier éditeur que j'avais ciblé et auquel j'avais envoyé le texte, parce que c'était une maison d'édition qui s'était créée entre temps,
auxquels j'avais pas du tout envoyé le premier. Et j'avais tout de suite été vraiment marquée par, par leur position dans le monde de l'édition, les textes qu'ils publiaient, leur intention en fait. Et donc c'est vraiment la rencontre qui s'est fait très très vite, alors que des fois ça peut pas mettre des mois voire des années pour avoir une réponse. Et là en 3-4 semaines j'ai eu une réponse quoi. Ok. Et comment tu écris ? Est-ce que tu t'isoles ? Est-ce que tu as besoin de bruit ? Est-ce que tu as besoin de musique ? Est-ce que tu as le petit emploi du temps ? Tu te lèves le matin, voilà, est-ce que... exactement. Est-ce que tu as des rituels d'écriture ? Est-ce que papier ou ordinateur ? Comment tu travailles ? En fait, c'est en train de changer parce que jusque-là, j'écrivais de façon vraiment aussi chaotique dans l'organisation que dans le texte. C'est-à-dire que c'était un peu quand j'avais le temps et du coup, je pouvais passer des mois sans rien écrire et puis d'un coup, écrire non-stop pendant 3 semaines. Donc, c'était vraiment pas très structuré. Et notamment, celui-là, du coup, je l'ai écrit quand j'étais isolée en Auvergne pour une moitié et l'autre moitié pendant le premier confinement du Covid. Donc voilà, sur des, côté huis clos, sur des longues périodes d'isolement. Les 2 cas dans un chalet en plus. Et maintenant, j'essaie d'écrire plus régulièrement, un peu chaque matin. Et par contre, il faut vraiment que je sois dans le silence, donc ni musique, ni voix autour. C'est un peu déprimant du coup. Non, chacun sa manière de faire. Et donc t'as pas d'horaire, tu te dis pas matin, soir, machin. Maintenant j'essaie d'écrire le matin, mais après en général c'est vraiment parce qu'après vu que j'ai un métier créatif en tant qu'illustratrice, j'ai un peu ce principe de jauge de créativité où si j'ai déjà utilisé toute la journée ma créativité sur les couvertures que je dois faire ou les livres que je dois illustrer, j'en ai plus pour écrire après. Alors que si j'ai écrit même quelques phrases le matin, j'ai quand même gardé le lien avec le texte et du coup j'arrive parfois à réécrire un peu le soir ou en tout cas à avancer un petit peu pas à pas quoi. Alors du coup je n'ai pas lu le livre donc je sais pas s'il y a des illustrations dedans, mais justement est-ce que tu as des va-et-vient où tu te dis à un moment j'ai besoin de dessiner quelque chose et... tu y vas ou... ça allait un peu dans le sens du... Pardon, je coupe le conducteur, je suis désolé. Non, justement, en fait, c'est pour répondre à ta question, moi je peux le faire. Le bouquin est illustré et je voulais moi savoir si le fait que tu sois illustratrice et dessinatrice, est-ce que ça a influencé ta manière de visualiser les choses ou pas ? Parce que j'imagine que peut-être que tu dessinais en même temps ou que tu te représentais les choses plus visuellement dans ta tête. Enfin, je ne sais pas si ma question en même temps c'est clair. Oui, tout à fait. Je vais essayer de répondre aux 2 questions en même temps. Je pense qu'effectivement ça a une influence parce que pas mal de gens qui ont lu le livre et qui l'ont critiqué ont fait remarquer que le style était très descriptif et je pense qu'effectivement j'ai une imagination qui est du coup très visuelle. Où quand j'imagine les scènes, je vois vraiment le détail des visages, des décors, les atmosphères, les lumières. Et peut-être que c'est pas le cas pour tous les auteurs. Je sais qu'il y en a qui sont pas trop visuels, qui sont plus sur les sons ou d'autres sens ou sur la structure. Et moi, c'est vrai que je visualise beaucoup et donc je pense que le fait d'être illustratrice, ça joue. Après, par contre, je n'ai pas forcément lié les 2 pratiques. Pendant la création, c'est-à-dire que les illustrations qui sont dans le livre, je les ai fait vraiment bien après avoir écrit le livre et je ressens pas forcément le besoin de dessiner ce que j'écris. Pour moi, c'est vraiment 2 choses séparées et c'est plutôt que des fois j'ai vraiment besoin de faire l'un et des fois j'ai vraiment besoin de faire l'autre et c'est plutôt, on va dire, peut-être quand on est aussi illustratrice professionnelle, il peut y avoir parfois des petites saturations dans le dessin. Ouais. Et l'écriture, c'est ma soupape pour faire quelque chose de créatif où je suis complètement libre, où j'ai pas de contraintes de boulot aussi, quoi. Donc au premier abord, en faire une version, je vais au plus simple, en faire une version bande dessinée par exemple, ça t'intéresserait pas ou c'est pas du tout quelque chose Non, pas spécialement. Une version abondamment illustrée. Non, parce que c'est vrai que là, ce qui me plaisait, c'était justement l'évocation à travers le texte et la langue. Donc je trouverais ça finalement que ça affaiblirait presque de trop surillustrer. Et d'ailleurs sur les illustrations, j'ai pris un parti pris assez distant, on va dire, c'est-à-dire qu'on voit quasiment jamais les personnages, ils sont de dos ou en tout petit, enfin il y a très très peu de visages, donc je voulais vraiment rester dans ce côté voilé du texte aussi dans les illustrations, donc je trouvais que ça déflorerait un peu le propos d'en faire une bande dessinée. Ouais, tu veux laisser libre le spectateur de se faire quand même sa version de l'univers. C'est ça, et d'ailleurs même les illustrations que j'ai faites, en fait j'ai pris des libertés par rapport à mes propres descriptions textuelles, donc... Et du coup, est-ce que tu fais partie de ces gens qui détestent les adaptations
en BD, au cinéma, etc. Parce que justement, tu trouves que ça impose une vision trop marquée. Ah non, pas du tout, parce que à partir du moment où c'est une adaptation, finalement, c'est juste quelqu'un qui propose une vision, ça efface pas la première vision, finalement. Okay. Il y a eu beaucoup de versions du roman entre ton idée de quand tu as commencé à écrire et j'imagine tu avais un peu une idée au bout d'un temps d'où ça allait. Est-ce que ça a beaucoup évolué? Oui, pas mal. Donc, il y a eu la première novella. Après, donc, il y a eu les 2 novellas, mais on va dire que ça compte comme la V1. Et après, il y a eu effectivement plusieurs étapes de correction pour notamment énormément transformer la structure qui était très, très instable au début, et il a fallu vraiment besonner tout ça, travailler la cohérence aussi, parce que il se passe quand même des choses assez complexes sur plusieurs périodes de temporalité, donc il fallait vraiment que ce soit très bien besonné, et c'était pas du tout le cas au début. Donc je dirais qu'il y a eu bien 4 ou 5 versions avec des changements assez radicaux, et notamment juste avant d'envoyer, donc on va dire j'ai dû envoyer la V5, entre la V4 et la V5, j'ai quasiment réécrit un bon tiers, je dirais, du roman. Mais du coup, j'ai à moitié perdu le fil de ma réflexion, mais est-ce que je focalise vachement sur les twists, parce que je trouve que il y a vraiment il y a un changement à peu près à la page 75, un truc comme ça, qui m'a fait what? Ah ouais, quand même, c'est osé. Et le changement de temporalité, c'est surtout ça. Le fait que on veut pas spoiler, mais après, il y a une première partie du récit, puis il y a une deuxième qui a un moment temporel qui est différent. Tout ça, c'était prévu depuis le départ, ou c'est aussi ça fait partie des évolutions? Non, ça fait partie des évolutions, et typiquement les retours dans le temps, il n'y était pas du tout au début. C'était vraiment juste évoqué très rapidement. Donc c'est un des gros changements de l'histoire. Donc, moi, je l'ai lu, contrairement à d'autres autour de cette table. Pardon. Et parmi les trucs. Moi, j'ai un petit background en fantasy, pas énorme, mais j'ai lu deux phrases à trucs. sortir en soirée, ouais. Genre Et ça m'a rappelé deux, trois auteurs, notamment Robin Hobb pour l'aspect. J'ai eu l'impression d'y retrouver alors c'est un peu bizarre de formuler comme ça, mais du médiéval fantastique et non pas de la fantasy, dans le sens où pour moi c'était plus une histoire médiévale avec des touches de magie, et c'était pas du tout un truc à la Tolkien avec des elfes, des dragons et des hobbits et plein de créatures. Et l'autre influence que j'ai retrouvée, c'est Lovecraft. Je trouve ça très très Lovecraftien par moment, notamment tout au début dans la première la rencontre avec la licorne, où un des personnages ne peut pas décrire ce qui se passe parce que à la Lovecraft il dit non mais si je vous décris ça vous allez devenir cinglé. Et il y a beaucoup de Lovecraft, il utilisait vachement cette espèce d'ellipse qui lui permettait de ne pas décrire un truc et de laisser l'imagination, et je retrouve ça dans ton roman. Est-ce que c'est volontaire, ou est-ce que c'est juste nourri de tes lectures à toi, et est-ce que je me trompe? Non, alors pour Robin Hobb, c'est sûr que c'est une autrice que j'ai beaucoup lue et que j'aime beaucoup. Donc c'était pas une influence volontaire, mais c'est pas déconnant et puis j'aime ce côté effectivement assez réaliste et réaliste entre guillemets, parce qu'il y a quand même des dragons et tout ça, mais vraiment centré sur les personnages, sur l'humain en fait, qu'il peut y avoir dans Robin Hobb. Par contre, Lovecraft, c'est pas un auteur que j'ai énormément lu, et c'est marrant parce que c'est vraiment effectivement un retour qui revient beaucoup, qu'il y a un côté Lovecraftien, mais je pense que c'est aussi un auteur qui a tellement influencé d'autres auteurs que même sans l'avoir énormément lu, par ricochet, voilà. Et puis en fait, je pense que c'est surtout le côté Dark Souls en fait qui ressort comme Lovecraftien. Est-ce que justement, toi, quand tu établis t'écris un roman comme dans un genre qui est très codé, etc., est-ce qu'il y a des moments où tu te dis, en le relisant, éventuellement en faisant des relectures, tout ça, là je vais un peu trop dans les facilités du genre parce que je cite des elfes, des ogres ou des trucs qui sont partout, et moi j'adore la fantasy, je suis le premier à en bouffer, mais j'ai quand même l'impression que souvent, effectivement on a parlé tout à l'heure de l'influence massue de Tolkien, qu'il y a des codes qui reviennent un peu trop souvent, et que c'est compliqué de faire de la fantasy originale. Par exemple, moi j'aime beaucoup l'univers de The Witcher, mais parce que aussi il y a les équipes des jeux vidéo qui ont réussi vraiment à mettre en image des créatures décrites par Sapkowski, qui était quand même méga sous influence Tolkien, faut pas se le cacher, et qui a réussi à amener ils ont réussi à mettre vraiment du folklore polonais et à créer des monstres qu'on n'avait jamais vus dans ce genre d'univers et tout ça.
Et je trouve que c'est toujours compliqué un peu de créer un univers de fantasy qui arrive un petit peu à se démarquer de ce qui se fait à côté. Est-ce que toi, justement, en lisant, c'est un truc que tu as en tête en disant il faut que je trouve un peu ma voix singulière là-dedans, ou est-ce que finalement tu assumes à 100% le fait que ce soit des elfes ou des dragons ou ce genre de choses, quoi? Là, je jouais quand même vraiment sur le côté conte de fées, mais conte de fées dark, quoi. Parce que voilà, il y a des licornes, une grande ville gothique sur un lac. Donc il y avait vraiment ce côté à vouloir créer un décor de conte qui soit tout de suite parlant par rapport à des référents culturels anciens européens. Après, je me suis pas vraiment préoccupée des influences. Je pense pas avoir fait quelque chose qui soit hyper classique, mais je trouve pas non plus que la fantasy soit forcément si classique que ça, surtout depuis on va dire 10-15 ans. Il y a énormément de nouveaux auteurs qui proposent des choses extrêmement différentes en fantasy, et moi je lis vraiment beaucoup de fantasy contemporaine. Avec Après oui, moi je me réfère vraiment au truc très mainstream, parce que j'en lis assez peu. Parce que c'est ce que j'ai lu quand j'étais ado, mais depuis, il y a vraiment des choses très très différentes qui se font en imaginaire, surtout des auteurs et autrices de background très divers, avec des cultures, des référents culturels très variés, qu'il n'y avait pas avant et qui vont apporter des choses vraiment novatrices en fantasy. Donc je pense que je me mets un peu plus dans cette lignée-là, tout en n'étant pas gêné par le fait d'avoir aussi des références plus classiques, quoi. Ouais, donc c'est conscient de ta part et tu t'as dosé à la louche. Avoir une dose de choses vers lesquelles on peut tout de suite s'identifier et qui sont des référents très, très communs, tout en laissant aussi des zones d'ombre et des choses sur lesquelles les gens peuvent laisser leur imaginaire vagabonder. J'y ai pas vraiment réfléchi, mais je pense que c'était un peu ma volonté, effectivement, parce que un des thèmes qui m'intéresse à la fois en tant qu'artiste et en tant qu'autrice, c'est la notion de sacré. Et finalement, le principe du sacré, c'est de faire référence à des mythes, à des choses qui sont ancrées profondément en chacun, depuis des millénaires. Donc ça passe par utiliser des figures, des personnages qui sont des archétypes, des allégories finalement. Après, je pense qu'en termes de structure et puis de ce que j'ai voulu raconter avec ça, c'est plutôt là que se situe l'originalité en fait. C'est un univers qui est fermé, donc il y a une fin et voilà, mais ça peut prêter à plus de bouquins. Absolument. Ça peut prêter à plus d'histoires sur le sujet. Est-ce que c'est une envie? Est-ce que tu as envie de continuer à raconter des choses, à partir dans d'autres directions, d'écrire d'autres romans qui n'ont pas de rapport Qu'est-ce qui se passe? Alors oui, en fait, je me suis pris, on va dire, au jeu de cet univers, et j'ai effectivement au moins un autre roman que je voudrais écrire dans cet univers. Après, ce ne sera pas tout de suite parce que j'ai envie d'écrire d'abord des choses différentes et explorer d'autres registres, mais clairement... C'est un univers qui m'a bien parlé, bien inspiré, donc il y aura vraisemblablement d'autres histoires. Ouais. Et j'ai aussi lu que tu écrivais ou réfléchissais à une histoire de space opéra. Ouais, c'est ce que je suis en train d'écrire en ce moment. Ouais. C'est du space opéra bizarre là encore, donc on va dire plutôt ce qu'on appelle du planète opéra, c'est-à-dire il n'y a pas vraiment de vaisseaux spatiaux ni de voyage dans l'espace. On est vraiment à l'échelle d'un monde. Et ce qu'on peut appeler aussi la science-fiction ethnologique, c'est-à-dire comment finalement ce monde a créé des cultures et impacté les sociétés qui y vivent. Ah, super intéressant. C'est ton premier roman, mais c'est pas ton premier bouquin. Oui. Est-ce que tu peux nous parler un peu des autres avant? Alors, déjà, j'ai fait pas mal de couvertures ou d'illustrations pour des livres. Donc j'ai fait des couvertures pour les éditions La Volte, Albin Michel, Folio SF. J'ai fait aussi des livres illustrés avec les éditions Calidor, donc ça c'est la partie illustratrice. Et sinon, en tant que livre à moi, j'ai commencé par sortir 2 livres d'art autour de l'Océanie. Donc un qui s'appelle Ta'aroa, qui est le mythe de la création du monde tahitien, donc par le dieu Ta'aroa qui va créer le monde à partir de son propre corps. Et donc c'est un livre d'art et de poésie qui est en fait un livre accordéon, donc qui se déploie comme une grande fresque, et on a toutes les étapes de la métamorphose du dieu qui devient le monde. Et de l'autre côté, il y a le texte en français et en tahitien, qui est donc une œuvre poétique de forme assez brève.
Et ensuite, j'ai sorti aussi un album jeunesse qui s'appelle Les éléphants sans pattes, histoire de passer Que j'ai lu. de la dark fantasy au tout choupi. Vu que c'est voilà, c'est un album jeunesse tout mignon sur des éléphants sans pattes qui passent leur journée à dormir et à rêver et qui s'inventent des aventures complètement extraordinaires dans leurs rêves. Toute l'histoire de Marc. C'est un peu vrai, ouais. Non, mais c'est un chouette bouquin avec des éléphants qui ils ont pas de pattes donc ils roulent pour se déplacer. Je te laisse essayer d'imaginer. J'imagine que toi ça t'a fait rêver. Un éléphant qui roule. Bah, en fait, surtout, moi je l'ai offert à ma petite nièce et elle a adoré. C'est très simple à la lecture. Le trait est vraiment très jeune, enfantin, sans que ce soit péjoratif. Au contraire. Et l'histoire est très cool et c'est même elle a 3 ans donc même au-delà, c'est un peu c'était assez cool à lire. Elle m'a dit j'aime bien. Et j'ai essayé de soutirer des trucs et tu vois, je pense que c'était Un bon choix. un bon choix. Ouais, voilà, ça a passé elle a eu une bonne note. Je le note. Oui. HD. Oui, parce que maintenant que encore 2-3 ans, mais ça va te servir. Mais finalement, j'ai beaucoup d'adultes qui ont beaucoup aimé parce que c'est vraiment finalement une ode à l'imagination et au pouvoir de l'imagination, quoi. Et au fait de laisser vagabonder ses pensées et à ce que ça peut apporter. Et il y a pas mal d'adultes qui peuvent se retrouver là-dedans aussi. Et à côté de ça, tu fais donc tu l'as dit, de la gravure, de l'illustration, de la couverture, des couvertures. Comment tu jongles avec tout ça? Il y a des commandes, il y a des choses qui sont faites pour le plaisir. Moi, Comment tu jongles avec toutes ces casquettes? Je suis pas très douée en termes d'organisation, donc c'est assez compliqué. Mais oui, globalement, j'ai effectivement pas mal de commandes maintenant, notamment pour des couvertures d'imaginaire. Ça, on va dire que ça occupe une bonne partie de mon temps et dans le temps qui reste et en essayant de m'organiser, je fais aussi des projets personnels et puis mon propre travail de gravure et de dessin pour mes expositions. Donc c'est un équilibre un peu compliqué à trouver, ça va vraiment dépendre des moments. Il va y avoir en général, les éditeurs, ils ont tous des trucs en même temps. Donc, parce qu'il y a le principe des rentrées littéraires, qui est un truc un peu, assez français, mais voilà, il y a la rentrée littéraire de septembre, la rentrée littéraire de janvier. Il y a d'autres grosses périodes comme ça, et du coup, j'ai souvent beaucoup de travail en amont de ces périodes-là pour ça. Et après, il y a des moments où je suis plus tranquille, et là, je vais plus favoriser mon travail personnel, mais je suis pas encore au top pour gérer ça. Et les illustrations de la Cité Diaphane, à la base, tu les as gravées? Oui. Parce que je suis complètement inculte là-dedans, donc je vais sans doute dire des bêtises, mais c'est là en utilisant une technique qui s'appelle l'eau forte. Est-ce que tu peux expliquer ça à un inculte comme moi? Je suis un peu bête, donc non, désolé. Mais c'est pas du tout quelque chose qui est connu et c'est hyper compliqué à expliquer, donc je suis pas sûre que l'explication donne grand-chose. Moi, j'ai jamais trouvé comment faire visualiser aux gens ce que c'était. Mais en fait, c'est donc une technique ancienne de gravure qui est la façon dont on faisait des illustrations, on va dire au 19e siècle, avant l'apothéose de l'imprimerie moderne, quoi. Et donc, le principe, c'est de graver une plaque de cuivre avec des acides qui s'appelle donc l'eau forte, qui est le nom ancien pour l'acide nitrique, en fait. Okay. Même si maintenant on n'utilise plus de l'acide nitrique, on utilise du perchlorure de fer parce que c'est beaucoup moins dangereux que l'acide nitrique. Mais en gros, le principe, c'est que donc on a cette plaque de cuivre, on va la recouvrir d'un vernis qui est un vernis résistant à l'acide. Et ensuite, un peu comme pour une carte à gratter, on va venir graver dans ce vernis avec une pointe en acier pour l'enlever aux endroits où on veut faire apparaître le dessin finalement. Et une fois qu'on a fini son dessin, on va plonger cette plaque dessinée dans l'acide et l'acide va creuser la plaque uniquement aux endroits où on aura enlevé le vernis avec la pointe. Et donc la surface va rester lisse et les endroits dessinés vont être creusés. C'est ce qui va permettre ensuite d'ancrer ces plaques et l'encre va se mettre dans les sillons et pas sur la surface. Et ensuite on va passer ça sous presse, donc c'est des grosses presses en fonte avec des gros rouleaux très lourds. Et quand on va passer la plaque avec une feuille de papier sous ces rouleaux, l'encre va se transférer de la plaque à la feuille de papier.
Et ça permet du coup d'avoir des multiples d'arts qui vont être assez limités. On va dire que le maximum qu'on peut tirer avec une plaque gravée en eau forte, c'est autour de 200 impressions. Ok, oui, parce qu'après, Après, le cuivre elle devient s'use. inutilisable. Et donc, ça s'émousse. En fait, le sillon devient de moins en moins profond et on perd en intensité. Bah écoute, c'est très clair. Je pense avoir compris. Je pense visualiser ce que c'est. Cool. Alors du coup, ça a l'air assez lourd en termes de matériel et de logistique. J'imagine que tu as découvert ça en faisant des formations dans ce monde-là. Ouais. Et comment ça marche? Est-ce que tu fais des dessins préparatoires ou est-ce que tu te jettes sur ta gravure Ça dépend. Bah là, vu que c'est quand même... pour la Cité diaphane, c'est beaucoup de perspectives avec des décors gothiques. Donc ça demandait quand même une certaine préparation. Donc j'ai fait des croquis préalables. Après, dans ma pratique personnelle plus abstraite, ça m'arrive de me lancer directement sur la plaque sans aucune préparation. Et effectivement, j'ai appris la gravure à l'eau forte aux ateliers Moret, qui est un haut lieu de la gravure à Paris, qui est en fait c'est des imprimeurs qui sont spécialisés dans l'impression en fait des gravures. Vu que, là, j'ai dit en gros, l'encre se met dans les sillons et pas sur la surface et après on imprime, mais c'est pas si simple que ça. En fait, il y a toute une expertise de l'imprimeur aussi en tant qu'artisan pour sortir la plaque comme il faut. Et c'est pas du tout si simple. Parce que j'imagine que quand il y a un raté, il faut tout recommencer. Oui, en plus, de toute façon, en fait, il faut réancrer. Et en fait, il y a notamment des étapes d'essuyage pour que la surface redevienne blanche, qui sont assez longues. Donc, en fait, il faut le refaire toutes les étapes à chaque tirage, quoi. Donc, c'est pas du tout extrêmement performant. fastidieux. C'est vraiment un savoir-faire technique. Et puis, l'imprimeur, donc on appelle ça un taille-doucier, un imprimeur en gravure. Apporte vraiment sa connaissance du matériau, des encres aussi pour des fois ça reste quand même des techniques assez empiriques. L'acide, des fois un jour il va mordre un peu fort, un jour il va mordre un peu faible, du coup la gravure elle va être trop claire ou trop foncée, ou ça va faire exactement ce qu'on voulait, et l'imprimeur va pouvoir, on lui dit mais ça je voudrais que ce soit un peu plus noir, et il va savoir comment faire pour que telle partie soit plus noire et celle-là plus claire. Il va aussi rattraper un peu le boulot des fois. Et du coup, c'est en termes de format, une plaque de base sur laquelle toi tu graves, ça représente quelle taille? Ça dépend, je fais des fois des très grandes plaques. Alors là, pour la Cité diaphane, c'est des plaques qui doivent faire 15 par 25 cm à peu près. C'est réduit dans le format du livre. Okay. Et sinon, et du coup, ça pesait, ça fait 9 plaques du coup de ce format-là. Ça pesait déjà un bon poids, vu que c'est quand même du métal. C'est des plaques qui font 1 mm d'épaisseur, mais malgré tout, c'est quand même assez lourd. Ouais, c'est difficile, Et ça demande quand même, parce que moi j'en ai vu une de plaques, on s'était croisé à une dédicace à la librairie Fantastique, et j'en ai vu une, et c'est effectivement pas très grand. Or, quand tu regardes les illustrations de la Cité diaphane, tu vois qu'il y a quand même plein de petits détails et que ça demande une minutie assez... ça demande une patience de dingue en fait. Parce que c'est combien de temps typiquement pour une des illustrations du bouquin? Alors là, en moyenne. Ça va pas être représentatif parce que je les ai fait super vite, parce qu'il fallait absolument envoyer le bouquin à l'imprimeur pour début novembre, et j'avais que le temps en octobre. Du coup, j'ai fait toutes les gravures en 1 mois, et du coup, je les ai fait chacune en 3-4 jours. Okay. Mais sachant que c'était vraiment un speedrun, pour reprendre un vocabulaire darksoulien, où j'étais quasiment non-stop dessus, et c'était vraiment hyper intense. Mais sinon, normalement, j'aurais dû mettre 1 semaine pour les faire tranquillement, quoi. Pour les faire une à une? Ouais. Ok. 1 semaine pour chaque, ouais. Et donc tout ça est dans la Cité diaphane. Si vous avez rien d'autre à ajouter sur le bouquin... Non, moi j'avais plus des questions. Vas-y. Est-ce que tu aimerais bien essayer de... Enfin, par exemple, est-ce que le métier de réaliser une série ou un film t'intéresserait ou d'adapter, on va dire, par exemple, tes écrits toi-même? Je sais pas si j'aurais les compétences. Après, évidemment, si on me proposait, je serais vachement intéressée pour participer. Après, je pense qu'il y a vraiment des compétences techniques et de scénarisation à avoir aussi, qui sont spécifiques au médium. Mais par contre, c'est vrai que pour Elden Ring, il y a eu une collaboration avec George Martin. Si on me propose de faire un Dark Souls, je dis pas non. From Software, si vous m'entendez. Je sais pas s'il nous écoute, mais Monsieur Miyazaki. Pour être complet sur le sujet, avant d'embrayer avec nos petits sujets du mois, je veux préciser que la Cité diaphane, c'est dispo chez tous vos bons libraires, que ça coûte 21,90 €.
et que tu as aussi illustré la nouvelle édition d'un livre qui s'appelle Les Trois Malamulgars de Walter de la Mare. J'essaye de pas écorcher. Et ça sort là, donc Ça quelques sort, jours après cet enregistrement. Vendredi 24 mars. Et oui, en fait, c'est même la première édition française, je pense, parce que c'est un auteur britannique du début du siècle. Je crois que c'est 1905 enfin du début du siècle dernier du coup vu qu'on est donc il avait jamais été traduit en français et donc c'est les éditions Calidor qui se font pour spécialité de dégoter en fait des classiques oubliés pré-tolkieniens de la fantasy. Donc la fantasy qui a été écrite avant Tolkien et donc typiquement Walter de la Mare c'est probablement une inspiration de Tolkien et donc c'est un roman de fantasy animalière vraiment très poétique, très onirique, avec des singes, des panthères, et c'est hyper beau. Et j'étais très contente de l'illustrer. Et très bien. Et si les gens veulent te croiser en vrai, on mettra un lien vers le planning des prochaines rencontres et dédicaces, mais la prochaine fois, c'est le 8 et le 9 avril à Trolley-Légendes, en Belgique, à Mons, qui est un chouette festival de fantasy, chez moi. Oui, à la maison. Bien, a priori. À la maison. Je vais être un peu partout, à Lyon, à Rennes. Intergalactique à Lyon, au Salon du Livre. On mettra les liens. On va continuer à parler d'histoire sur papier. Oui. Est-ce que tu lis du manga ? Je me rappelle que tu as une passion que je connais pour les Chevaliers du Zodiaque. Mais est-ce que au-delà de Saint Seiya, est-ce que tu baignes encore un peu dans la culture japonaise ? Oui, je lis pas mal de mangas, même si j'ai des grosses lacunes, donc je ne connais pas celui dont on va parler maintenant. Ça me fait une transition quand même toute trouvée, puisqu'on va effectivement parler d'un manga. Oui, tout à fait, on va parler de Bibliomania, qui sort le 29 mars, on est un peu en avance, c'est formidable, on est en mode avant-première, chez nos amis de Mangetsu, et c'est un premier manga qui a été dessiné par Machiro, et qui a été au scénario écrit par Orval. Et c'est un manga si vous passez dans un rayon de manga, a priori vous allez quand même le voir assez vite parce qu'il a une maquette assez atypique. C'est une espèce de petit grimoire rouge avec une gravure justement. Je suis content parce que tout ce dont on a parlé auparavant, il y a une résonance avec ce dont je vais parler et c'est pas du tout fait exprès, c'est formidable. Donc le bouquin sort un petit peu du commun, enfin de l'ordinaire des mangas avec sa couverture et son style un peu ancien, et d'autant plus que vous allez être surpris si vous êtes habitué de lire des mangas puisque son sens de lecture est dans normal, c'est un sens occidental, donc de gauche à droite. Mais surtout, pourquoi je vous parle de Bibliomania ? D'abord parce que c'est une super bande dessinée. Ça part sur un concept qui est assez accrocheur, c'est-à-dire que le bouquin démarre sur une jeune femme qui s'appelle Alice, qui a une apparence très diaphane, très pure, très épurée, qui se réveille dans un espace tout blanc, un petit peu comme Morpheus dans Matrix, et elle se rend compte qu'elle a sur elle le numéro 431, qui a une porte devant elle, et en fait elle se rend compte qu'elle est dans un monde avec 431 pièces, elle est la 431e, et que pour sortir de ce monde-là, il va falloir qu'elle passe par les 430 autres portes, sinon en fait elle est vouée à rester dans cet espace très pur, très blanc, dans lequel on peut éventuellement exaucer tous ses souhaits. Et d'entrée de jeu, le personnage se dit « non, moi je me casse ». Sauf qu'il y a une petite difficulté à ça, c'est qu'à chaque fois qu'elle passe une pièce, son corps commence à se détériore. Et plus elle avance, plus son corps se détériore assez vite. Donc déjà, il y a un concept qui est assez accrocheur parce qu'on se dit alors pourquoi cet univers 430, à quoi ça correspond, sachant qu'en plus c'est très très référencé. Le personnage s'appelle Alice. Évidemment, vous dites Alice au pays des merveilles. Oui, tout à fait, c'est complètement assumé. Et donc voilà, on va partir avec elle dans ces 430 pièces qui l'attendent, éventuellement si elle va jusqu'au bout. Alors c'est difficile d'en parler sans trop spoiler, mais ce qui est assez dingue, c'est que c'est déjà une invitation en fait à rentrer dans un imaginaire complètement fou, mais qui est en fait pétri d'angoisse et de choses très humaines, parce que en fait les différentes pièces que Alice va traverser sont des pièces qui ont été évidemment aménagées par leurs propriétaires qui en ont pris possession, et chaque pièce en fait très vite, dès la première dans laquelle elle rentre, on va se rendre compte que chaque pièce est la manifestation de désirs profonds des psychés de leurs propriétaires. Donc ça peut être aussi bien des choses assez belles, il y a notamment un passage assez vite où elle se trouve dans un monde à l'envers qui est survolé par un propriétaire, un personnage qui est devenu une espèce de grand oiseau à 4 ailes, un truc complètement délirant, et qui en fait son rêve c'était de voler, et du coup qui vit très très bien sa nouvelle vie dans ce monde un peu étrange. Et à l'inverse, elle va rentrer dans un monde où typiquement, c'est la première pièce dans laquelle elle rentre dans un espèce de purgatoire où c'est on
on se rend compte qu'en fait le propriétaire de ce purgatoire est un juge qui passe son temps à décapiter à la suite toujours la même victime, pour la simple et bonne raison que dans sa vie passée, cette personne a été bullied, donc un peu maltraitée dans son école, et qu'en fait il y avait un truc, on lui mettait des bouteilles dans la tête notamment. Et donc, du coup, ce personnage-là est devenu une espèce de démon, de démiurge qui torture éternellement et qui fait subir le même supplice en boucle à la même personne. Et donc, il y a un truc qui se tisse au fur et à mesure du livre, où on se rend compte que les deux auteurs tissent une espèce de métaphore sur le pouvoir de la fiction, sur la capacité de la fiction à pouvoir y projeter tous nos démons et tout ce qu'on a en nous. Et pourquoi est-ce que ça s'appelle Bibliomania ? C'est évidemment là-dessus. Alors, je ne vais pas révéler l'issue du bouquin, le pourquoi de cet univers à 430 pièces, et ce qui suit, mais il y a un truc qui est assez génial, c'est que déjà, on passe par plein de psychés, plein de traumas, plein de choses belles, et c'est toujours fait avec de grands élans lyriques et tout. En plus, je l'ai dit, c'est un premier manga, et ne serait-ce qu'en termes de maîtrise pure de la narration, du dessin, c'est absolument bluffant. Il y a des pages qui sont à tomber par terre, et il y a une évolution du style au fur et à mesure des pièces. Et parfois, ils jouent justement là-dessus, sur une pièce à l'autre, ils vont dessiner un petit peu différemment, etc. Et ça marche super bien. Mais il y a vraiment cette idée aussi de traiter de pourquoi est-ce qu'on lit des histoires, pourquoi est-ce qu'on a besoin de se projeter dans l'imaginaire, de se projeter dans la fiction, avec tout ça, avec un background qui est assez bien développé. Et il y a un truc, en fait, c'est... La référence se fera assez vite, enfin, je pense que ça va venir à beaucoup de gens qui vont la lire, mais ça rappelle vachement le travail de Hideaki Anno, le créateur de Evangelion, où finalement les auteurs questionnent un peu pourquoi est-ce qu'on se jette dans la fiction, pourquoi est-ce que l'humain a besoin de se plonger avec sa psyché dans des univers imaginaires qui sont fondés avec une espèce de discussion, de dialogue avec les auteurs qui le lisent, et pourquoi est-ce qu'on a besoin de ça en fait. Et ils ont essayé de créer un univers et de créer une structure narrative qui leur permet d'explorer un peu toutes les facettes de ça, avec une justification finale qui est assez géniale. Et en plus, on peut saluer le travail de nos amis de chez Mangetsu. Sullivan, si tu nous écoutes, on te salue bien. Parce qu'à la base, la BD, le manga dans son édition japonaise, a une couverture avec le personnage d'Alice, etc. Et en fait, on va vite se rendre compte que le bouquin, l'objet en France, les éditions Mangetsu ont décidé de changer complètement la couverture et de faire une maquette un peu spéciale avec cette espèce de petit grimoire. Et en fait, c'est un des objets qu'on croise dans le livre, et ça a une signification, et ça rend la lecture encore plus méta. Il y a vraiment une espèce de dialogue qui s'établit par l'objet, avec le fait qu'on est en train de lire ça, et avec le parcours du personnage de Alice dans le livre. Et il faut savoir que quand ils ont proposé aux éditions japonaises et aux ayants droit japonais ce projet de maquette, les auteurs ont dit ok, mais en fait ils ont dû décaler la sortie du livre, parce que les auteurs ont dit l'idée est tellement géniale, on n'y avait même pas pensé, qu'on va nous-mêmes faire la maquette française. Donc en fait il y a une espèce de collaboration éditeur-auteur qui est absolument parfaite, et qui vraiment prend de plus en plus de sens au fur et à mesure de la lecture. Donc voilà, c'est assez époustouflant pour une première œuvre. Je sais pas du tout ce qu'ils ont dans les cartons pour la suite, ces deux auteurs-là, mais ça sort, je l'ai dit, le 29 mars, et je vous le conseille très très fortement, parce que c'est tout simplement très très bien. Voilà. Mais c'est très bien, tu le vends très très bien. Et ça se relit très très bien, parce que je l'ai lu 2 fois, et la deuxième fois, quand on sait un peu les tenants et les aboutissants, ça gagne en profondeur. Mais c'est un peu glauque, non ? Enfin, j'ai feuilleté. Il y a 2-3 pas. Alors, il y a un truc, c'est qu'effectivement. Pour ça, je t'ai demandé si c'était Junji Ito, parce que bon, je suis pas du tout un lecteur de manga, mais alors c'est pas aussi vénère que Junji Ito, l'auteur de l'horreur, mais t'as quand même ouais. des trucs un peu dérangeants, un peu. Ouais, non, on parle de nos aspects les plus sombres de notre âme et tout ça, donc c'est vrai que ça peut surprendre au premier abord, parce que autant les premières pages sont très lumineuses, etc. Autant, je l'ai dit très vite, il y a quand même elle croise des personnages et elle croise des situations qui sont très très dures, et qui sont alors tout est toujours sous couvert de l'imaginaire. Il y a un moment où typiquement elle croise un personnage de jeu vidéo qui défonce plein de gens, et en fait on se rend compte que c'est un type qui est tout seul devant son ordinateur, mais qu'il s'est projeté vraiment dans le corps de son personnage, qui ressemble vachement à Genji dans Overwatch, et c'est une référence directe d'ailleurs. Et à côté de ça, en fait, lui il s'imagine que quand il a vaincu les méchants, il y a un tas de nanas en bikini qui viennent se jeter sur lui, enfin bref. Mais il y a toujours ce truc de l'imaginaire n'est jamais vain, n'est jamais juste pour le principe, il renvoie toujours à des traumas, à des choses. Donc en fait la lecture est assez lourde, sous couvert de son concept assez accrocheur. Plus on avance, plus son corps se détériore. Il y a quand même cet aspect-là qui devient très graphique au bout d'un moment. Donc ouais, c'est pas une lecture, ne la mettez pas entre les mains d'enfants, hein, typiquement. Ne faites pas ça, et à un moment ils vont peut-être vous poser des questions étranges. C'est BD, ils sont noir et blanc, c'est bon. Donc non, c'est pas aussi dérangeant de Junji Ito et ça, mais en fait ça vient taper dans des trucs
dans vos têtes, et visuellement par moments ça peut être assez spectaculaire de façon ténébreuse. Voilà. Très bien. Alors, j'ai une question purement technique, mais effectivement, il est en sens de lecture occidentale et c'est déjà le cas dans la version japonaise où Ouais, il a été mis. Effectivement, ouais. tu fais bien de le signaler parce que je ne l'ai pas précisé. C'est effectivement le cas déjà dans la version originale. C'est un désir totalement voulu des auteurs qui voulaient justement, a priori, ils se sont dit il faut qu'on tape dans le sens de lecture le plus commun dans le monde. Et par rapport aux mythes qu'ils convoquent et à leurs influences, pour eux, ça faisait sens. Donc ils ont été à l'encontre de leur culture locale, mais effectivement, ils ont fait dès le début de gauche à droite. Ok, c'est intéressant. Voilà. En tout cas, tu le vends bien. On va rester dans le joyeux, enfin dans le glauque, je sais pas. Yes. Puisque... en tout cas, on va continuer à parler de bouquins. C'est définitivement un podcast orienté littérature ce mois-ci. D'ailleurs, je tiens à préciser que tu fais un très bon Augustin Trapenard. Bienvenue sur BookTok. Toi, Anouk, quand je t'ai demandé avec un sujet, tu m'as dit que tu voulais parler d'un roman qui s'appelle Calepin impérial, un roman fantastique argentin, qui date des années 80 et dont c'est la première édition en France qui vient de sortir, qui est sortie récemment. Oui, ça fait quelques années maintenant, je ne me rappelle plus. 2017, 2018, je ouais, crois. C'est ça. Il y a 2 ans qu'on sautait entre temps, c'est pas grave. C'est ça. Mais donc c'est. De quoi ça parle, vas-y. Donc Angelica Gorodischer, c'est le nom de l'autrice, qui est une autrice argentine, qui est vraiment une autrice majeure de la littérature argentine, qui est très connue en Argentine, qui est vraiment presque au niveau de Borges, et qui avait jamais été traduite en français. Et qui est, elle avait été traduite en anglais par Ursula Le Guin, qui adorait son travail. Et donc c'est une autrice de science-fiction argentine avec, on va dire, qui tend vers le réalisme magique, qui est un courant d'imaginaire très présent en Amérique du Sud. Et donc Calepin impérial, c'est son œuvre la plus connue et qui est donc été aussi la première traduite en français, donc très récemment par les éditions La Volte. Qu'on connaît surtout parce que c'est la maison d'édition de Alain Damasio et La Horde du Contrevent, qui est un best-seller en France et une œuvre majeure de l'imaginaire contemporain. Mais ils font aussi un travail très intéressant de redécouverte d'autrices qui sont finalement passées un peu à l'as de l'histoire, en tout cas en France. Ils ont notamment publié toute l'œuvre science-fiction de Doris Lessing, la prix Nobel de littérature, qui n'était pas du tout connue en France. Et donc, Angelica Gorodischer, ils en ont déjà publié 2. Donc, Calepin impérial et Trafalgar, qui sont 2 recueils de nouvelles. Et il y a normalement un 3e qui devrait sortir, qui s'appelle Les Prodiges, qui va sortir dans les années qui viennent, normalement. Et donc, voilà, Angelica Gorodischer, science-fiction. Calepin impérial, typiquement, c'est un ouvrage qui est sorti juste après la fin de la dictature en Argentine, donc en 1983, si je ne me trompe pas. Et c'est en fait un recueil de nouvelles. Enfin, c'est à la fois un roman et un recueil de nouvelles, c'est-à-dire que ça va être finalement des histoires fragmentaires, mais qui tissent une histoire dans son ensemble, qui est l'histoire du plus grand empire que le monde ait jamais porté. C'est comme ça qu'il est présenté, mais on n'a jamais de nom de l'Empire, et en fait, il y a très peu de noms. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un peu la représentation métaphorique de tous les empires et finalement de toutes les puissances coloniales et de toutes les puissances impériales et dictatoriales qui a pu traverser l'histoire. Et du coup, elle le schématise finalement dans une espèce d'empire virtuel qui est finalement raconté par la petite lorgnette, c'est-à-dire qu'on peut avoir une nouvelle qui va être du point de vue d'un pêcheur, puis après ça va être une impératrice, mais vraiment sur une période très fragmentaire, ou juste du point de vue de comment une ville va se développer, ou une bataille. Et en fait, on n'a jamais de chronologie ou la version entière de l'histoire de cet empire, qui est donc un empire qui s'étale sur a priori des milliers d'années, c'est-à-dire qu'il y a carrément des pans entiers qui sont oubliés par les gens qui vivent dans cet empire et qui vont en redécouvrir des morceaux. Donc c'est vraiment un récit très fragmenté et qui va finalement parler de la dictature sans en parler, parler du colonialisme sans en parler, donc de finalement toutes les contraintes que peut faire porter le pouvoir, la tyrannie, et en même temps comment les gens vivent de tout ça, et comment une espèce d'organicité d'un peuple, finalement d'une société, comment elle va
comment finalement la vie va toujours trouver des moyens pour se développer, pour s'échapper aussi. Il y a quelque chose comme ça de très vivant où finalement on voit pas tellement l'organicité à l'échelle humaine, mais vraiment à l'échelle sociétale. Il y a notamment un texte fabuleux qui s'appelle Au sujet des villes qui poussent à la diable et qui raconte toute l'histoire d'une ville depuis les premières maisons qui sont apparues juste à les chapitres qui sont tombés en ruine, les guerres qui ont traversé, qui ont tout réduit à néant, puis comment ça a repoussé, comment telle personne à ce moment-là elle a bâti une auberge et finalement ça a changé toute la dynamique du quartier et voilà, donc c'est vraiment c'est à la fois très, très humain parce qu'il y a des personnages qui sont très beaux, mais en même temps, comment ils peuvent impacter à leur échelle, soit petitement, soit grandement, le destin de cet empire. Et avec une plume très, très poétique, très évocatrice, et en même temps un peu caustique, c'est-à-dire qu'il y a une certaine... Il y a beaucoup d'ironie, beaucoup de sous-entendus, mais voilà, c'était écrit pendant la dictature, même si c'est sorti après. Il y a toujours cette façon de dire les choses sans avoir exactement le droit de les dire, et du coup les traduire par à la fois l'humour et la métaphore, et donc la science-fiction dans ce contexte-là. Et voilà, que dire de plus ? Moi, ce qui m'intéresse dans ce que tu racontes, c'est un peu le côté petite histoire dans la grande, parce que c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse. Moi, j'adore quand il y a un grand univers qu'on connaît et qu'on nous raconte un tout petit truc hyper localisé, je trouve ça super intéressant. Mais là, du coup, comme tu dis, c'est un peu au lecteur. Est-ce que le lecteur arrive à se construire au fil des récits l'univers dans lequel tout ça gravite, ou est-ce que ça reste assez flou au final ? Ça reste très flou, et je pense qu'il y a vraiment, finalement, pas tellement la vocation de construire un univers, mais plutôt de construire vraiment la représentation allégorique de tous les empires. Donc il y a vraiment cette idée presque de recherche de dépouillement, c'est-à-dire qu'il y a très peu d'éléments visuels ou culturels auxquels on pourrait se rattacher en se disant tiens c'est moyen-oriental ou tiens c'est telle région. C'est vraiment, ça pourrait être, les gens pourraient avoir n'importe quel aspect, ça pourrait même être sur une autre planète. Voilà, mais on retrouve finalement toujours les mêmes ressorts de gens qui veulent prendre le pouvoir, et puis des fois il y a des très mauvais dirigeants et du coup le peuple en a ras-le-bol, et puis des fois il y a des très bons dirigeants et le peuple se dit c'est pas si mal, voilà. Et donc non, on ne construit pas du tout, et il y a vraiment par contre un jeu de narration très intéressant, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de nouvelles qui commencent par le narrateur dit ou le pêcheur dit, et ça va être finalement, et il y a vraiment l'idée qu'il y a un narrateur qui finalement récupère des chroniques et qui va retranscrire un peu les choses qu'on lui dit, comme ferait un ethnologue qui va récolter des témoignages finalement. Et du coup, c'est très parcellaire, on ne sait jamais tout à fait si c'est vrai, faux, mais ça sert à un propos et une poésie d'ensemble, on va dire. Ok. Et puis ce qui doit être super intéressant aussi, c'est que comme tu disais, ça a été écrit par quelqu'un qui a vécu une dictature et qui l'a écrit pendant. Donc c'est aussi quelque part une transcription même métaphorique de ce qu'elle a vécu. C'est ça. En fait, Angelica Gorodischer, elle est née en 1929, je crois. Et donc, oui, elle a vécu... je connais pas très bien l'histoire de l'Argentine, mais il me semble qu'il y a eu plusieurs dictatures successives, et donc elle en a vécu un certain nombre. La pauvre. Même pas une seule, plusieurs. Et beaucoup de ses œuvres sont sorties après et parlent de ce sujet-là, parce que l'autre livre qui est sorti aux éditions La Volte, Trafalgar, et il y a, c'est un peu, alors il y a beaucoup plus d'humour, et c'est plus fun. Trafalgar, c'est un espèce Trafalgar, c'est le personnage qui est une espèce de revendeur finalement, de commercial, mais qui se balade dans la galaxie, quoi. Et en fait il va essayer de vendre des trucs dans des planètes, et en fait il revient après à Rosario, qui est le village où vit en Argentine Angelica Gorodischer, et au bar, en buvant du café, il raconte les histoires, genre tiens, l'autre jour j'étais sur la planète machin, tu sais pas comment ils vivent là-bas les gens, alors déjà il y a que des femmes, et alors il se passe ci et ça, et c'est toujours des histoires complètement rocambolesques, et les gens de Rosario, forcément, qui voyagent pas dans la galaxie, ils savent jamais trop si c'est du lard ou du cochon, si c'est complètement n'importe quoi et qu'il invente Serge tout, Mito avant l'heure. ou est-ce que c'est des histoires vraies, et finalement ça, en racontant des mondes, des rapports culturels qui sont complètement étranges,
ça permet finalement d'interroger notre rapport à la société et la question de la dictature revient effectivement très souvent sous plein d'angles différents. D'accord. Alors Trafalgar, ça a l'air très rigolo. Ouais. Ça me donne très envie. Trafalgar, c'est très fun. Ouais. Après, à Calvaire Impérial, il y a des côtés fun, mais c'est quand même beaucoup plus poétique et un peu onirique, on va dire. Trafalgar, il y a plus le côté gouaille avec un style très parlé. Mais moi, ça m'a fait penser quand j'ai cherché autour du livre et j'ai vu que c'était la première édition alors que c'était un roman de 83. Et ça m'a aussi fait penser justement à Walter de la Mare dont on parlait. Il y a beaucoup d'éditeurs en ce moment qui vont chercher des vieux romans qui ne sont jamais parvenus jusqu'à nous. Et il y a plein de choses comme ça qui sont lisibles à l'étranger. Justement, Walter de la Mare, ça m'a aussi rappelé l'apparition cet été de Blackwater, les romans de Michael McDowell qui étaient parus avec leur couverture de malade chez Toussaint l'ouverture, et vous avez fait des très belles couvertures. Ça avait eu un petit buzz. Il y a des présentoirs. Maintenant, il y a des présentoirs à la Fnac. Ouais, tu les trouves partout. En plus, c'est très cool à lire et c'est vraiment très étonnant de découvrir que. Alors moi, je suis assez inculte aussi en vieille littérature, mais qu'il y a plein d'histoires comme ça qui sont restées inconnues pour nous si jamais on parle pas la langue ou si on s'intéresse pas. Et donc je trouve ça bravo à l'éditeur La Volte qui sort ce truc-là maintenant, parce que c'est cool que ça finisse par nous parvenir. Ouais, puis c'est encourageant, ça veut aussi dire qu'il y a un public qui est encore aujourd'hui parce que a priori Blackwater c'est quand même plus de la littérature, je sais pas combien ils ont vendu, mais ouais, ça a eu ils ont dû en vendre un paquet, c'est cool. Donc ouais, c'est toujours bien aller chez vos libraires acheter des livres, hein. Les livres c'est bien. On va avancer dans cette émission avec un doublé consacré aux séries, puisque ça fait ça y est, il faut parce qu'il y a quelqu'un à votre table qui ne lit pas. Non, c'est pas vrai, je suis en train de lire. Déjà, j'ai lu la Stadiafan une partie parce que Marc m'a donné le livre il y a une semaine, et vu que je lis un livre par an, je mets du temps à lire. Non, je lis un deuxième livre en ce moment, figure-toi. Sans images et tout, un vrai. Mais on va quand même revenir à des images qui bougent. Et parce que moi, je vais garder la parole. Je voulais vous parler de Yellowstone, la saga de Taylor Sheridan, la saga en série de Taylor Sheridan, et en particulier d'un spin-off qui s'appelle 1923 et qui arrive le 2 avril, donc dans quelques jours après la mise en ligne de cette émission sur la plateforme Paramount+. Yellowstone, peut-être que les gens qui nous écoutent en ont déjà entendu parler parce qu'on en est déjà à la 5e saison. C'est une série de néo-western portée par Kevin Costner dans le rôle d'un patriarche qui gère un ranch dans le Montana. C'est donc créé par Taylor Sheridan, un scénariste qui s'est fait connaître par le scénario de Sicario, et puis il a écrit Hell or High Water, Wind River avec Jeremy Renner, et plus récemment, alors c'était moins bien, mais il a quand même tenté de relancer Tom Clancy avec Sans aucun remords. Et puis, Hell or High Water, je me permets, c'était traduit en France Comancheria. Comancheria, exactement. Et les gens le connaissent aussi, si vous avez regardé la série Sons of Anarchy, c'était le shérif. Il a commencé comme acteur avant de se lancer dans l'écriture et de devenir un scénariste prolifique. Juste coupe néo-western, c'est ce que ça se passe. C'est contemporain. Yellowstone, c'est complètement contemporain, exactement. Justement, c'est l'histoire d'une famille, la famille Dutton, dont le patriarche est donc incarné par Costner. Il a 3 enfants, il possède un ranch dans le Montana, et son but premier à lui, c'est de préserver ses terres et les milliers d'hectares qu'il possède dans lequel des vaches vont pas être comme à l'époque des cowboys. Ça n'a pas vraiment changé. America. Et effectivement, pour préserver ces terres de convoitises, notamment dans la première saison, d'un Indien qui veut agrandir la réserve indienne, et évidemment de villes promoteurs qui ont des envies de construction, mais lui, il utilise des méthodes qui sont pour 2023 pas terribles, quoi. Tu vois, des flingues, pendre des gens, un petit peu de bagarre, et la série mélange un peu tout ça, le drama familial, parce qu'il y a une histoire de clan. La politique locale, dans la dernière saison, il devient gouverneur. Ça parle de concurrence, ça parle de vie indienne, et c'est vraiment un chouette drama à suivre, assez rythmé. Costner, c'est probablement un de ses meilleurs rôles récents, parce que c'est pas compliqué. C'est une série dans laquelle il a la possibilité de jouer un personnage assez complexe et de vraiment prendre du plaisir, parce que le truc était vraiment taillé pour lui.
Mais du coup, la façon dont on parle, il a l'air un peu sombre, ce personnage, il a l'air un peu méchant. Ah bah il est... Oui, c'est... Il a l'air d'avoir des méthodes de pourri un peu. Ah, il est un peu pourri, mais en même temps, tu vois, déjà c'est Kevin Costner, donc on a envie de l'apprécier. Et bon, il y a un certain charisme, et puis il y a des personnages, et dans tout ça, il y a effectivement le personnage principal est pas fondamentalement une mauvaise... Fondamentalement, c'est une mauvaise personne. Mais derrière, il a sa réflexion est pas il veut pas conquérir le monde, tu vois, il veut juste protéger sa famille, et les enjeux sont très personnels. Mais est-ce que, pardon, je te coupe encore, mais est-ce que c'est pas du tout péjoratif comme question, mais est-ce que c'est pas une série un peu de papa? Ah non, pas du tout. Enfin, non. Pas du tout. Il y a un côté très drama familial, où le père vire son fils, et puis l'épisode d'après, il lui dit non mais reviens, je te pardonne. Il y a un petit peu ce côté-là dans la saga, mais justement, c'est pour ça que je vais aussi parler de 1923, c'est parce que 1923 gomme un petit peu ces erreurs-là. Ce qui est intéressant avec l'univers, c'est que le côté des cow-boys aux États-Unis, quand tu commences ta série en la faisant se dérouler dans les années 2020, tu as la possibilité de construire un univers autour et de faire 1000 préquels. Bah oui. Forcément, puisque tu peux remonter jusqu'à l'époque du Far West. Et c'est ce que fait Sheridan, puisqu'il avait sorti l'année dernière, je crois, un premier spin-off en 8 épisodes qui s'appelait 1883. Donc il se passait en 1880. 140 ans avant l'original, qui racontait l'arrivée de la famille Dutton dans le Montana avec Sam Elliott dans le rôle principal. Et justement, Sheridan, à l'écriture, il s'accroche vraiment à ce truc-là, et je pense qu'il a signé un gros deal avec Paramount pour continuer. Il s'accroche d'autant plus que Costner se lance dans le tournage d'une grande fresque western, probablement en trois parties, un truc qui est déjà vendu comme faisant 10 heures, et qui s'appellera Horizon, dans lequel il joue aussi. Mais c'est pour le cinéma ou c'est pour la télé? Horizon, c'est pour le cinéma. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais comme il écrit, qu'il réalise et qu'il joue dedans, si tu veux, la série, je pense qu'il va prendre ses distances avec ça, ouais. Et que justement, c'est une des raisons pour laquelle le Taylor Sheridan cherche un peu à développer des personnages autour de cet univers-là. Donc il y a eu 1883 avec Sam Elliott. Il y a un projet de série sur Bass Reeves, qui est le premier marshal noir de l'histoire des États-Unis, avec Dennis Oyelowo dans le rôle principal et Dennis Quaid qui vient d'être tourné. Et un projet de travailler sur une autre génération de personnages en 1944, donc à la fin de la guerre. Mais moi, la série qui m'intéresse se déroule en 1923. Pareil, c'est 8 épisodes, ce sera donc dispo sur Paramount Plus d'ici quelques jours. Et il y a deux choses qui m'ont intéressé. Déjà, l'aspect courte série, je me suis dit, bon, une saison, bon, ils ont annoncé une deuxième, mais c'est pas censé, s'étaler dans le temps pendant 1000 ans. Donc, il y a vraiment une envie de construire un récit très regroupé. Et puis surtout, au casting, c'est le premier rôle pour la télévision d'Harrison Ford, qui joue le patriarche Dutton de cette génération-là, avec Helen Mirren à ses côtés. Et non seulement j'adore Harrison Ford, mais en plus j'avais envie d'aller voir comment va l'acteur qui s'apprête à reprendre le costume d'Indiana Jones pour un 5e film. Est-ce qu'il peut toujours monter à cheval? Est-ce qu'il peut toujours se battre contre des méchants? Et est-ce que ça va, tu vois? Et je m'inquiétais un peu pour Harrison Ford. Alors, est-ce que ça va? Alors, autant je trouve la série vraiment formidable et lui joue vraiment très bien. Et encore une fois, je trouve ça vraiment très cool d'aller chercher de grands acteurs et de leur filer des rôles qu'ils peuvent développer sur plein d'épisodes. Autant, bon, physiquement, il porte ses 80 ans et descendre d'un cheval, ça commence à être un peu compliqué à son âge. Mais en même temps, moi, je descends pas d'un cheval normalement à 40 ans, tu vois. Donc, je vais pas non plus lui jeter la pierre. Et donc, tout ça pour vous dire que 1923, de quoi ça parle? Ça parle donc de toujours la famille Dutton qui a installé son ranch. Mais la série va suivre 3 arcs narratifs différents. D'abord, Ford et sa famille installée sur place qui vont lutter, se bagarrer contre un éleveur de moutons qui... oui, parce qu'on est à ce genre. Ça vend pas du tout la série. On est à ce genre de considération, hein, les vaches contre les moutons, les pâturages, qui peut manger l'herbe. Non, mais c'est panique au village. Ça vous fait marrer. Ça vous fait marrer, mais à l'échelle de la série, si les vaches du mec n'ont pas d'herbe à manger pendant toute une saison,
elle meurt et du coup lui il a plus d'argent et son empire s'effondre et ça a plein de conséquences sur l'emploi dans la région et c'est des gros trucs en fait, c'est pas juste de la querelle de fermier, c'est des trucs à très grandes échelles. Donc ça c'est le premier arc narratif dans lequel on croise notamment Timothy Dalton dans le rôle du méchant, dans un rôle très très vénère. Ça lui va très bien de jouer un espèce James Bond contre Indiana Jones qui dit mieux. Ça lui va très bien de jouer un espèce de gros salopard dégueulasse. Bah, il jouait déjà un gros salopard dans Hot Fuzz, donc du coup... La seconde partie est plus historique puisqu'on s'intéresse à une jeune indienne qui est envoyée de force dans une école de colons, une école chrétienne, où elle est maltraitée comme c'est pas possible parce que tout le monde est hyper raciste et hyper dégueulasse et elle doit absolument suivre les préceptes, Jésus, faire ci, ça et ça comme ça, et elle se fait démonter la tronche et évidemment elle, sa seule envie c'est de fuir et d'essayer de retrouver ses proches. Et en fait elle, pour les spécialistes de Yellowstone, c'est l'ancêtre d'un des personnages indiens de la série avec Costner. Donc à chaque fois, en fait, il y a forcément des rattachements de génération au personnage d'après. Et la troisième partie, c'est l'un des fils de Harrison Ford qui est devenu chasseur en Afrique. En 2023, c'est plus terrible, mais à l'époque, c'était pas grave d'aller tuer des lions à la solde de grands seigneurs blancs qui avaient des terres là-bas. Donc il va tuer des lions et des éléphants là-bas pour gagner de l'argent. Et il rencontre une jeune Britannique qui flash complètement sur lui. Elle est dans une famille bourgeoise, coincée. Elle est censée se marier avec un lord anglais. Et quand elle tombe sous le charme du chasseur, elle fait « fuck, je m'en vais avec lui ». Elle se barre avec lui. Elle va vivre d'aventure avec lui. Et on va suivre ces 3 arcs narratifs qui ne se rejoignent jamais. Et qui, au départ, n'ont même pas la vocation de se rejoindre, si ce n'est le fils qui va quand même retourner aux États-Unis. Et du coup, c'est une série assez étonnante parce qu'il y a quasiment 3 tonalités avec des choses plus ou moins dramatiques. Alors, il y a quand même toujours de l'action, mais vraiment, j'ai trouvé l'histoire avec la jeune indienne, c'est vraiment très très dur à suivre, alors qu'à l'inverse, bon, le chasseur africain et sa copine blonde qui vont regarder des girafes, c'est quand même très mignon et très fleur bleue et très romantique. Et, donc il y a vraiment une espèce de... Ça, c'est pas... Il tue des lions quand même. Ouais, mais en 1923, moi c'est pas moi qui fais l'histoire. C'était mieux avant, je connais. En 1923, c'était cool. Ils n'étaient pas encore en voie de disparition. C'est pas moi qui fais. Oui, c'est ça, il y en avait plein en fait, donc il y a pas de problème. C'est pas moi qui décide. Donc voilà, moi je me suis laissé emporter. Enfin vraiment, j'ai trouvé ça donc c'est super. un peu série genre pour toute la famille quoi. Plus ou moins. Sans être péjoratif. Sans les enfants, parce qu'il y a vraiment des passages. Il y a des passages sans les enfants, mais genre je peux le regarder avec ma meuf, avec mon père et puis. Et puis c'est avec ta famille de cowboys. Ouais, c'est ça exactement. Il y a vraiment une envie de. Sheridan, il a écrit ça comme avec une envie d'aller vers sa série principale et d'y amener, mais de faire ça intelligemment. Donc au-delà des fils et filles de inévitable, puisque l'univers est comme ça. C'est pas non plus blindé en références. Il n'y a pas des easter eggs partout. C'est pas les séries à la Star Wars, genre Andor ou le Mandalorian, où non, mais regardez là, il utilise la même marque. Ça fait connexion avec l'épisode 14 de la saison 2. Mais voilà, c'est ça. C'est beaucoup plus intelligent que ça dans l'écriture. Et moi, j'ai vraiment trouvé ça très cool. Et puis surtout, ce qu'on disait, c'est que autant Yellowstone, la série principale, c'est 5 saisons. Donc, c'est vraiment très long à suivre avec des rebondissements parfois un peu forcés. Ici, c'est un peu le même principe, mais avec une écriture resserrée. Donc, j'ai trouvé ça vachement cool. Et je peux commencer par n'importe quelle série dans les faits. Non, il faut que tu bouffes les 5 saisons du Yellowstone pour voir quand même. Alors, il y a une... Si j'ai envie de mater Harrison Ford qui tape des gens, par exemple. Et pas Indiana Jones sort le 30 juin. C'est vrai. Ouais, tu peux faire ça. Tu peux faire ça dans l'ordre que tu veux. Alors il y a des connexions que tu n'auras pas, évidemment. Par exemple, la voix off dans 1923, c'est un personnage de la série d'avant. D'accord. Tu vois, il y a quand même des passerelles qui sont que tu peux zapper. Mais moi, de Yellowstone, j'ai vu 2 saisons. Et il y a longtemps en plus, donc j'en ai oublié une grosse partie. Je me suis replongé là-dedans et franchement, ça m'a pas dérangé. Je situais à peu près qui était quoi et de toute façon, ça se regarde comme ça. Et puis, probablement qu'une des séries va te donner envie de
de basculer sur les suivantes. Alors pour la dispo, par contre, c'est un peu compliqué. C'est à la française évidemment, sur les plateformes. Donc 1883, c'est disponible sur Paramount+. 1923, ce sera disponible donc dans quelques jours. Et pour Yellowstone, ça se corse puisque Paramount a les 2 premières saisons. Le reste est sur Salto. Mais Salto, c'est une plateforme française qui ferme d'ici quelques jours. Donc, a priori, c'est TF1 qui a les droits des saisons suivantes. Sur TF1+. Mais on ne sait pas ce qu'ils vont en faire puisque Salto ferme, la plateforme ferme. Donc, du coup, est-ce qu'ils vont mettre les saisons sur mytf1.fr? Est-ce qu'ils vont les passer sur TMC parce que Yellowstone est diffusé sur TMC? Est-ce qu'ils vont refiler tout le bébé à Paramount qui va tout racheter? Pour le moment, c'est un peu flou. Mais il y a une saison de 1883, une de 1923 et 2 saisons de Yellowstone sur Paramount+. Donc ça fait un bon point de départ. Le temps que ça se règle. Le temps que tu regardes tout ça, la question de la suite sera sans doute réglée. Question est vite répondue. Oui, en plus, si t'aimes bien Yellowstone de base, du coup, c'est un festin, quoi. Ouais, carrément, ouais. Puis le casting, quoi. Harrison Ford, Helen Mirren, Timothy Dalton, plein de second rôles que vous avez déjà vus ailleurs. Vraiment, moi, j'ai passé un super moment pour citer. C'est le point bon moment d'Alex Loss. Voilà. Fort bien. Donc, il faut juste trouver tout ça. Il faut trouver le temps aussi, parce que il faut des épisodes d'1 heure fois au moins 24. Ça commence à faire. Moi, je parlais d'une série réussie. Toi, Alexandre, tu as parlé d'une série de merde. Pardon, merci. Transition sympa. Transition, jeu de mots, podcast, tout ça. Donc, je voulais vous parler d'une série qui était un petit phénomène qui a fait un peu l'émulation sur les réseaux sociaux le mois dernier. Et comme un gros Yankee, dès que ça fait un peu le buzz sur les réseaux sociaux, je regarde. Oui, Alexandre est très influençable. Exactement. Si vous mettez un hashtag, il regarde. Donc j'ai décidé de regarder et j'ai rejoint la team des fans de Extraordinary. Cette série dont la saison 1 est disponible sur Disney+, qui a été créée par Emma Moran, dont c'est la toute première création. Donc Extraordinary se passe dans un univers alternatif où en fait chacun a son super pouvoir dès l'âge de 18 ans, où en fait on va vraiment évoluer dans notre monde à nous, mais avec des petits super pouvoirs en plus. Et on va suivre, et donc tout le monde a son super pouvoir à partir de 18 ans, sauf la personnage principale, Jen, qui a 25 ans, elle a un job de merde, un mec qui veut pas d'elle, et donc aucun super pouvoir. Elle vit avec sa coloc Carrie qui, elle, peut parler aux morts, et le mec de sa coloc qui s'appelle Cash, qui veut devenir vigilante et qui peut retourner dans le temps, mais seulement 10 minutes. Ce qui n'est pas forcément hyper pratique. Ce qui n'est pas forcément hyper pratique. Pour gagner 1€, je suis sûr que ça marche. Parce que forcément, avec autant de super pouvoirs, il y en a qui sont un petit peu éclatés. Puisqu'on va croiser la route d'un mec qui peut passer à travers les murs, mais seulement s'il est à poil. D'une meuf dont tout le corps devient un aimant géant, mais seulement de temps en temps. Il y a aussi un mec qui peut tout transformer en PDF. C'est possible. Littéralement tout. Hein. Ouais. Il peut transformer ta chaise en PDF. Exactement. Il y a une autre personne qu'on va voir assez souvent qui peut faire jouir les gens en les touchant. Et il explique qu'il a découvert son pouvoir avec son père. Ou encore une personne qui peut attirer les poissons, mais ne peut rien faire d'autre derrière. Et donc en fait, on va suivre les pérégrinations de ces 3 personnages qui, entre une qui va essayer de découvrir son pouvoir et d'avoir une vie pas si nulle. On va avoir aussi le wannabe vigilante qui un peu laisse son couple derrière, et la dernière qui essaye de survivre justement dans son couple. Et ils seront accompagnés d'un chat qui n'est pas forcément, qui est peut-être un peu plus qu'un chat. Sans spoiler la fin de l'épisode 1. C'est quelqu'un dont le pouvoir était de se transformer en chat et qui est resté bloqué. Exactement. Tu devrais écrire des livres. C'est quelqu'un. Bon, quelle bonne idée. C'est juste, c'est la fin de l'épisode 1. C'est effectivement quelqu'un qui est resté 3 ans transformé en chat et qui en fait ne se souvient plus de son identité. Tu récupères le chat dans la rue et à la fin le mec se retransforme et on se rend compte qu'il était tellement bloqué qu'il ne sait plus être humain. C'est un humain avec des habitudes de chat, etc. Et donc malgré le fait que le personnage principal n'ait pas de super pouvoir et qu'elle ait une vie assez nulle, c'est quand même un personnage qui est assez difficile de trouver sympathique, puisqu'elle est égoïste, râleuse et narcissique. Et petit à petit, on sent que les super pouvoirs en fait ne sont un peu qu'une toile de fond de la série, pour en fait avoir une série qui va plutôt parler de
d'être ou mal-être dans sa peau, d'acceptation de soi, de choix dans la vie quand on approche de la trentaine, et voilà, du fait de s'accepter soi-même. Et avec tout ça, c'est un peu un Encanto pour adultes, puisque c'est quand même le même postulat de base que Encanto, c'est la même histoire. C'est une série que moi j'ai trouvé à la fois super drôle, super touchante, et il y a déjà une saison 2 qui est en tournage, et je sais que je ne suis pas le seul à l'avoir vu autour de la table. Voilà. Ouais, moi ça m'a fait marrer de voir l'utilisation des super pouvoirs au quotidien. C'est toujours un aspect qui m'avait intéressé. Alors moi j'avais noté 2 trucs. C'est que ça avait déjà été utilisé un peu dans le film de Douglas Attal qui s'appelait Comment je suis devenu un super-héros, qui utilisait ce principe-là. Et lui il part dans une direction vraiment super-héroïque avec une enquête policière. Et on a un camarade à nous qui s'appelle Robert Ospian, qui est déjà venu à ce micro, ici, qui a tourné un court-métrage qui s'appelle Uberlinks, qui sera sur OCS justement le 2 avril. Et c'est exactement le même principe. Et je pense que lui, il est un peu dégoûté de savoir il a les balls. Et de savoir que le concept qu'il a eu a été eu en même temps par quelqu'un d'autre. Ouais. À la différence près que Uberlinks, que je recommande d'ailleurs, parce que c'est vraiment un chouette court-métrage. Bon, il joue vachement sur le montage et lui il a pas de budget, donc du coup les super pouvoirs ne sont pas montrés à l'écran, ou en tout cas de manière très très détournée, notamment une personne invisible, nous en tant que spectateurs on la voit, pas le spectateur, alors que la série de Disney plonge vraiment dans les effets spéciaux, les gens volent, les gens font de la télékinésie avec des effets spéciaux qui sont parfois un peu ratés d'ailleurs. Mais oui, c'est pas un gros budget. C'est pas un gros budget. Et c'est marrant, ça m'a éclaté de regarder ça. Et effectivement, les super pouvoirs, en fait, disons qu'il n'y a pas, par exemple, de super méchants, il n'y a pas de super héros. Et c'est plus, je vais pouvoir voler, je vais devenir un taxi volant. Et puis ça permet des bêtises. Ça permet des bêtises qui moi m'ont fait marrer, comme ce personnage qui peut imprimer des choses en 3D avec ses fesses. Ouais, ou notamment, moi, un gag qui m'a beaucoup fait rire, c'est donc cette coloc qui peut parler aux morts, enfin qui invoque les morts qui canalise les morts à travers son corps. Avec elle. Et elle a, au tout début, elle invoque Hitler et elle se fout de la gueule d'Hitler. Et je trouve ça très drôle. Ouais, ça me fait un peu penser aussi à la BD L'Enfance de Troy, où finalement chacun a aussi un pouvoir, et du coup tu découvres un peu à la puberté ton pouvoir, et ça peut être des trucs classe du style pouvoir soigner toutes les blessures, mais alors seulement la nuit. Mais après ça peut être aussi genre faire des bulles avec les oreilles, quoi. Donc, c'est exactement ça. Ouais. Mais en fait ce qui est drôle, c'est que en soi c'est une série anglaise qui a un humour un peu trash à l'anglaise, un peu comme dans Skin, ce genre de truc. Et finalement, tu pourrais retirer les pouvoirs, la série elle marche. Parce que c'est vraiment la quête d'identité de cette nana qui a une vie de merde, qui enchaîne les mecs. Et effectivement, elle est quand même très collée à un mec qui en a rien à foutre d'elle, qui a un boulot pourri. Et c'est vraiment du coming of age. Bon, un peu passé la trentaine ce coup-ci, mais tu pourrais dire que c'est plutôt de la chronique sociale, un peu sexo, un peu marrante. Sauf qu'effectivement, il y a cette histoire de super pouvoir qui est une source de gag et qui a vite fait une métaphore, mais finalement, tu pourrais retirer les trucs, la série marche sans, quoi. Voilà. Et il y a une bande-son qui est très très cool. Alors c'est beaucoup de rock très contemporain, mais il y a du Wet Leg, il y a du Royal Blood, il y a pas mal de groupes un peu de rock british comme ça qui parsèment la série. Et donc c'est 8 épisodes de 20 minutes sur Disney+. Ça se regarde super rapidement. Et ça fait plaisir. Il y aura une saison 2 et il y a, je crois, si les gens regardent la série, allez vraiment jusqu'à la fin des génériques de la dernière saison, puisqu'il y a un espèce de gros cliffhanger autour du personnage du chat en milieu de générique. Oui, parce que j'allais arrêter moi en plus. Et qui remet pas tout en cause, mais qui donne vraiment envie que la saison 2 arrive pour qu'on puisse se jeter sur cet arc narratif qui montre le bout de son nez, parce que c'était assez bien trouvé. C'était un podcast un peu court, les amis, mais il manquait des gens, puisque Mathieu avait babysitting, et on embrasse Amandine qui devait être avec nous et qui est souffrante. Mais c'est déjà la fin. On a beaucoup parlé de littérature, on a parlé de séries, on a parlé de manga. Merci Anouk d'être passé nous parler de La Cité Diaphane. Merci beaucoup de m'avoir invité. C'est disponible dans toutes les bonnes librairies. Plein de belles choses pour tes prochaines aventures. Merci. On embrasse aussi les camarades du label Bonus Tracks et César en particulier. Écoutez leurs émissions. Nous, on se retrouve le mois prochain, probablement avec des capes et aussi des épées. D'ici là, portez-vous bien, buvez de l'eau, lisez des livres, allez au cinéma et n'oubliez pas de faire respecter la démocratie. Ciao. Salut. Ciao.
Bonus. Trax.